Imaginez-vous vous réveiller demain et découvrir que votre nourriture est plus chère, que votre téléphone portable coûte 2 fois plus cher et que votre entreprise peine à survivre. Il n'y a pas eu de bombardement ni d'invasion, mais vous êtes au cœur d'une guerre. Une guerre silencieuse, menée non pas par les armes, mais par des droits de douane, des sanctions et des décisions politiques qui bouleversent l'économie mondiale. C'est une guerre commerciale, un conflit qui semble lointain, mais qui impacte votre portefeuille, vos opportunités et même vos rêves d'avenir. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Amérique latine, autant de pièces sur un échiquier où chaque mouvement économique peut changer des millions de vies. Et le plus inquiétant, même sans vous en rendre compte, vous faites partie de ce jeu. Chaque fois que les prix augmentent, qu'un produit disparaît des magasins ou que votre salaire baisse, il y a la marque invisible de cette bataille mondiale. Aujourd'hui, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur la guerre commerciale et comment elle affecte directement votre vie. L'arme invisible des droits de douane. Un droit de douane n'est pas seulement une taxe figurant en petits caractères dans un accord commercial. C'est en réalité un projectile silencieux, une arme qui impacte l'économie avec la même force qu'un missile sur un champ de bataille. Lorsqu'un gouvernement décide d'imposer des droits de douane, il envoie un message. Je défendrai mon peuple, même si cela implique de renchérir vos produits de consommation, de modifier les prix mondiaux ou de compromettre des relations diplomatiques entières. En 2024, les États-Unis ont perçu plus de 90 milliards de dollars en droits de douane. Pour tout trésor public, ce chiffre est un soulagement, c'est de l'argent frais qui rentre directement dans les caisses de l'État. Cependant, ce qui représente des recettes pour l'État représente une dépense supplémentaire pour les familles. Chaque dollar provenant d'un droit de douane est un dollar qui sortait auparavant de la poche du consommateur. Lors de la première guerre commerciale contre la Chine, entre 2018 et 2019, les ménages américains ont dépensé en moyenne 1 200 $ de plus par an pour des produits du quotidien, de l'alimentation à l'électroménager. Les producteurs de soja ont vu leurs exportations vers la Chine chuter de 75%, forçant le gouvernement à approuver des millions de dollars de subventions d'urgence pour éviter la faillite. L'industrie sidérurgique américaine, bien que protégée, n'a créé que 8 700 nouveaux emplois, tandis que le coût pour les consommateurs et les entreprises utilisatrices d'acier s'est élevé à 11,5 milliards de dollars supplémentaires. Les droits de douane, en théorie, protègent les producteurs nationaux. Mais en même temps, ils bouleversent l'équilibre des pouvoirs. Ils obligent un pays à moins dépendre d'un autre, obligent une entreprise à changer de fournisseur et obligent un consommateur à modifier ses habitudes de consommation. C'est comme déplacer une pièce sur un échiquier. Il ne s'agit pas seulement du mouvement immédiat, mais de la façon dont le jeu entier est réorganisé. Par exemple, une entreprise américaine importe chaque année pour 50 millions de dollars de composants électroniques de Malaisie. Si Washington décide d'imposer des droits de douane de 20%, cette entreprise devra payer 10 millions de dollars supplémentaires d'impôts. Que fera-t-elle? 3 options s'offrent à elle. 1. Absorber le coût et réduire ses marges bénéficiaires. 2. Augmenter les prix et répercuter l'impact sur les consommateurs. 3. Rechercher d'autres fournisseurs dans un autre pays, ce qui implique du temps, des risques et de nouvelles dépendances. Dans ces 3 cas, personne n'en sort indemne. Le consommateur paye plus cher, l'entreprise perd de sa compétitivité et le pays qui perd des ventes voit sa balance commerciale s'amenuiser. Les droits de douane sont comme un remède puissant. Ils peuvent vous protéger d'une infection externe, mais si la dose est trop élevée ou prolongée, les effets secondaires peuvent être dévastateurs. Et voici le paradoxe. Les gouvernements les présentent comme des outils pour renforcer l'industrie nationale. Mais au fond, ils rappellent la fragilité de nos économies lorsqu'elles dépendent trop de l'étranger. Si chaque pays se protège par des murs économiques, que reste du libre-échange, qui a été pendant des années le moteur de la mondialisation? Le mirage du protectionnisme. Les gouvernements répètent souvent un discours rassurant. Si nous fermons nos frontières et appliquons des droits de douane, nous protégerons les emplois de nos citoyens. Et, apparemment, ils ont raison. À court terme, le protectionnisme peut ressembler à une couverture chaude dans une nuit froide. Il offre un abri, une sécurité et apaise ceux qui craignent de perdre leur emploi face à la concurrence étrangère. Mais cette couverture peut aussi se transformer en prison. Car lorsque les industries se laissent aller, elles cessent d'innover, de rivaliser et de se réinventer. Le marché intérieur devient un refuge artificiel où l'urgence d'amélioration se dilue.
et l'histoire économique nous offre de nombreux exemples de la façon dont ce mirage finit par coûter plus cher qu'il ne semble permettre d'économiser. Un cas emblématique, le Japon des années 1970 et 1980. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a mis en place une politique industrielle très protectionniste. Des secteurs comme l'agriculture et certaines industries manufacturières étaient tellement protégés qu'ils ne subissaient quasiment aucune concurrence extérieure. Le résultat ? Des produits plus chers pour les consommateurs japonais. Des entreprises qui ont mis plus de temps à s'adapter à la dynamique mondiale. Un sentiment de sécurité qui, au fil du temps, s'est transformé en faiblesse. Parallèlement, des secteurs exposés, comme l'automobile et les technologies, ont été contraints de rivaliser avec des géants étrangers. Et c'est là que la différence est apparue. Toyota, Sony et Panasonic ne sont pas devenus grands grâce à la protection dont ils bénéficiaient, mais précisément parce qu'ils ont dû se battre sur des marchés difficiles où une erreur pouvait leur coûter la vie. Le mirage du protectionnisme ne s'est pas limité au Japon. En Inde, dans les années 1960 et 1970, la politique du licence-rage a restreint l'entrée de produits étrangers. Cela a offert un répit temporaire aux entreprises locales, mais a également retardé la modernisation du pays de près de 20 ans. En Amérique latine, ce que l'on appelle l'industrialisation par substitution aux importations, dans des pays comme l'Argentine et le Brésil, a fortement protégé les industries nationales. À court terme, cela a créé des emplois, mais à long terme, de nombreux produits étaient plus chers et de qualité inférieure à ceux de leurs concurrents internationaux, ce qui a entraîné une inflation et une perte de compétitivité. Ce qui est présenté comme une protection peut en réalité se transformer en confinement. Un confinement invisible qui assure le confort des industries mais les empêche de jouer dans la cour des grands. Imaginez un athlète qui s'entraîne toujours dans une salle climatisée, sans rival, sans réel effort. Lorsqu'il doit enfin concourir dans un stade bondé, sous la chaleur, la pression et des adversaires acharnés, il découvre qu'il n'était pas préparé. Le même phénomène se produit pour une économie qui vit trop longtemps sous la protection du protectionnisme. En Inde, dans les années 1960 et 1970, la politique du licence-rage a restreint l'entrée de produits étrangers. Cela a offert un répit temporaire aux entreprises locales, mais a également retardé la modernisation du pays de près de 20 ans. En Amérique latine, ce que l'on appelle l'industrialisation par substitution aux importations, dans des pays comme l'Argentine et le Brésil, a fortement protégé les industries nationales. À court terme, cela a créé des emplois. Mais à long terme, de nombreux produits étaient plus chers et de qualité inférieure à ceux de leurs concurrents internationaux, ce qui a entraîné une inflation et une perte de compétitivité. Ce qui est présenté comme une protection peut en réalité se transformer en confinement. Un confinement invisible qui assure le confort des industries mais les empêche de jouer dans la cour des grands. Imaginez un athlète qui s'entraîne toujours dans une salle climatisée, sans rival, sans réel effort. Lorsqu'il doit enfin concourir dans un stade bondé, sous la chaleur, la pression et des adversaires acharnés, il découvre qu'il n'était pas préparé. Le même phénomène se produit pour une économie qui vit trop longtemps sous la protection du protectionnisme. Selon l'Organisation mondiale du commerce, les pays qui maintiennent des politiques protectionnistes prolongées affichent généralement une croissance du PIB 1 à 1,5 point de pourcentage à celle de ceux qui s'appuient sur des marchés ouverts. Sur une décennie, cet écart se traduit par des millions d'emplois perdus et un retard dans l'innovation technologique impossible à rattraper. C'est pourquoi la grande question n'est pas de savoir si le protectionnisme protège, mais plutôt combien un pays est prêt à payer pour cette protection apparente. Et ici, je vous invite à une réflexion plus personnelle. Réfléchissez. Combien de fois dans votre vie avez-vous préféré la sécurité au risque qui vous ferait prospérer ? Si vous le ressentez intérieurement, écrivez dans les commentaires. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Parce que la véritable richesse ne naît pas des murs, mais du courage d'ouvrir les portes. Le consommateur, le grand soldat inconnu. Dans toute guerre commerciale, il y a des armées visibles, fabricants, gouvernements et navires chargés de conteneurs. Mais il y a aussi un front silencieux, où le véritable coût se décide. La table du consommateur. Chaque tarif apporte un jeton à cette table. Parfois imperceptible, parfois radical, mais toujours réel. Un tarif ne disparaît pas, il se transforme. Une partie va dans les caisses de l'État, une autre reste entre les mains des producteurs nationaux qui voient leurs marges augmenter, et, dans la plupart des cas, une part importante est payée par le consommateur sous forme de prix plus élevés, de réduction de la variété ou les deux. Conséquences concrètes. Pensez à votre panier, électronique, vêtements, électroménager, pièces automobiles.
Lorsque le gouvernement applique un tarif, le prix affiché sur l'étiquette augmente. Cette augmentation peut être directe, due à une hausse immédiate du coût du produit, ou indirecte, car les entreprises augmentent leurs prix pour maintenir leurs marges. Pour le consommateur, le résultat est toujours le même, une baisse de pouvoir d'achat. Un fait qui met les choses en perspective, lors du premier grand rond de la guerre commerciale avec la Chine, des études comme celle de la Banque mondiale estimaient que les ménages américains payaient près de 1 200 $ de plus par an pour les produits du quotidien. Ce ne sont pas des gros titres glorieux, mais cela représente des semaines de salaire perdus, des projets de vacances annulés ou une réduction des économies pour l'éducation ou la santé. Qui paie finalement la facture ? La théorie économique affirme que l'impact des droits de douane, c'est-à-dire qui les paie réellement, dépend de l'élasticité de l'offre et de la demande. En termes humains, si les consommateurs ne peuvent ou ne veulent pas cesser d'acheter un produit, demande inélastique, ils absorberont la majeure partie des droits de douane. Si les producteurs étrangers n'ont pas d'alternative, ils accepteront de baisser leur prix et absorberont une partie du choc. En pratique, cependant, de nombreux produits clés ont une demande relativement inélastique. Produits alimentaires de base, certains intrants industriels, composants électroniques. Cela signifie que les ménages et les PME sont souvent ceux qui en souffrent le plus. Les tarifs douaniers sont souvent régressifs. Ils affectent proportionnellement davantage les ménages à faible revenu car ils consacrent une part plus importante de leur budget aux biens de consommation concernés. Alimentation, vêtements, appareils électroménagers. Si un ménage à faible revenu consacre 30% de ses revenus aux biens concernés et un ménage aisé seulement 10%, l'impact relatif sur le premier est bien plus important. Économiquement, les tarifs douaniers génèrent 3 effets sur le bien-être global. 1. Transfert. Une partie du surplus du consommateur se transforme en surplus du producteur ou en recette fiscale. 2. Perte directe pour les consommateurs. Un surplus du consommateur plus faible en raison de la hausse des prix. 3. Perte sèche. 2 triangles représentant des transactions qui n'ont plus lieu et dont personne ne tire profit. Ces pertes sont celles qui n'apparaissent pas dans les bilans publics, mais se traduisent par une baisse de la qualité de vie et une croissance potentielle plus faible. En termes simples, une partie du bien-être disparaît à jamais. Elle ne va ni à l'industrie manufacturière ni au trésor. Elle disparaît dans les frictions que les tarifs douaniers introduisent sur le marché. Lors des récentes tensions, des produits avantageusement bon marché sont devenus plus chers, des pièces automobiles à certains aliments. Les entreprises qui dépendaient des importations ont vu leurs coûts augmenter et les ont répercutés sur les consommateurs. Dans des secteurs comme l'agriculture, les représailles sous forme de droits de douanes extérieurs ont contraint les gouvernements à verser des subventions d'urgence, démontrant que l'impact final se fait rarement sentir sur une seule personne. Que peut faire le consommateur ? Et pourquoi il est important de le comprendre ? Comprendre ce mécanisme modifie son rôle. Il cesse d'être une victime passive et devient un acteur capable d'anticiper. L'information, c'est le pouvoir. Comprendre quels produits sont à risque, comment diversifier ses fournisseurs en achetant des alternatives locales ou régionales, ou simplement prendre des décisions d'économie plus judicieuses atténue l'impact. De plus, la pression publique et un vote éclairé peuvent influencer des politiques plus équilibrées. L'effet domino des représailles. Dans l'économie mondiale, aucune mesure ne reste incontestée. Les droits de douane agissent comme des pierres jetées dans un lac. L'impact initial semble localisé, mais les répercussions se propagent rapidement jusqu'à atteindre des rivages que nous n'aurions jamais imaginés. Lorsqu'un pays décide d'imposer des droits de douane, un effet domino se déclenche presque toujours. Le message est simple mais puissant. Si vous me facturez, je vous facturerai. En retour. Si vous fermez vos portes, je fermerai les miennes. Et cette logique transforme la diplomatie commerciale en une chaîne de représailles où personne ne sort vraiment gagnant. Le cas du paradigme, les États-Unis et la Chine, 2018. La prétendue guerre commerciale entre les 2 plus grandes économies de la planète a laissé des leçons qui pèsent encore aujourd'hui sur les marchés. Washington a imposé des droits de douane sur plus de 360 milliards de dollars de produits chinois. Pékin a riposté en imposant des droits de douane sur plus de 110 milliards de dollars de marchandises américaines. Le résultat n'a pas été un franc vainqueur, mais plutôt un choc mondial. Les agriculteurs américains ont vu leurs exportations de soja s'effondrer. En 2017, la Chine a acheté près de 36 millions de tonnes de soja américain. En 2018, ce chiffre est tombé à moins de la moitié. Des milliers de producteurs se sont retrouvés avec des excédents dont personne ne voulait. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées. Des entreprises comme Apple, qui dépendent de l'assemblage et des pièces détachées en Asie, ont dû repenser leurs opérations, augmentant leurs coûts. Les marchés financiers ont connu des mois d'extrême volatilité.
Rien qu'au second semestre 2018, les marchés boursiers mondiaux ont perdu des milliers de milliards de dollars de valeur boursière, reflétant la peur des investisseurs. La logique des représailles non seulement rend les produits plus chers, mais accroît également l'incertitude. Et l'incertitude, en économie, est une taxe invisible. Elle freine l'investissement, paralyse les décisions et érode la confiance. Les entreprises cessent de se développer parce qu'elles ignorent si leurs intrants coûteront 20% de plus demain. Les consommateurs s'abstiennent d'acheter des produits importants par crainte de perdre leur pouvoir d'achat. Et les gouvernements finissent par dépenser davantage en subventions et renfoulements pour les secteurs touchés par les représailles croisées. Dans le cas des États-Unis, le gouvernement lui-même a dû allouer 28 milliards de dollars d'aide agricole entre 2018 et 2019 pour indemniser les producteurs touchés. Un chiffre qui, paradoxalement, dépassait les gains escomptés de certains droits de douane appliqués. L'effet domino des droits de douane n'est pas seulement économique, il est aussi émotionnel. Il génère de la méfiance entre les pays, érode les relations diplomatiques et ouvre la voie à des tensions géopolitiques plus vastes. Ce qui commence comme une taxe sur un produit peut finir par se transformer en un mur psychologique entre les nations. Et voici le dernier paradoxe. Dans une guerre de représailles, même lorsqu'un pays pense gagner, ses citoyens et ses entreprises sont souvent perdants. La Chine, le géant qui a appris à jouer. Pendant des décennies, le monde a considéré la Chine comme l'usine bon marché de la planète. Des millions de produits estampillés « Made in China » ont inondé les marchés mondiaux, toujours avec l'idée qu'il s'agissait d'une production à bas coût, de volume et non d'innovation. Cependant, cette perception a radicalement changé. Aujourd'hui, la Chine ne se contente pas de produire à moindre coût. Elle est à la pointe de secteurs stratégiques qui définissent l'avenir de l'économie mondiale. Ce n'est pas un hasard. L'avancée de la Chine répond à une stratégie claire et calculée. Subventions massives. Le gouvernement a alloué des milliards de dollars pour soutenir des industries considérées comme clés. Rien que dans les énergies renouvelables, les investissements publics ont dépassé 280 milliards de dollars en 2022, soit plus que l'ensemble de l'Union européenne. Planification à long terme. Le pays a développé des programmes tels que Made in China 2025, qui a défini 10 secteurs prioritaires, de la robotique aux véhicules électriques. Discipline industrielle. Alors que dans d'autres pays, les politiques changent tous les 4 ans, en Chine, la vision transcende les générations. En 2023, BYD a dépassé Tesla en termes de vente mondiale de voitures électriques, atteignant plus de 3 millions d'unités, avec des prix jusqu'à 30% inférieurs à ceux de ses concurrents occidentaux. Dans le domaine des panneaux solaires, la Chine produit plus de 80% de la capacité mondiale, ce qui lui confère un contrôle stratégique sur la transition énergétique mondiale. Dans le domaine des batteries au lithium, les entreprises chinoises représentent près de 60% de la production mondiale, consolidant ainsi leur place au cœur de la mobilité électrique. Paradoxalement, la guerre commerciale avec les États-Unis n'a pas affaibli la Chine, elle l'a renforcée. Lorsque Washington a imposé des droits de douane sur les produits chinois en 2018, beaucoup pensaient que le géant asiatique serait contraint de reculer. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Les entreprises chinoises ont appris à se diversifier, à conquérir de nouveaux marchés et à accélérer l'innovation. Alors qu'elles exportaient auparavant principalement vers les États-Unis, après l'imposition des droits de douane, elles ont renforcé leur présence en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Et au lieu de se contenter de concurrencer sur les prix, elles ont commencé à se positionner sur la technologie. C'est comme si un boxeur, après avoir reçu un coup inattendu, puisait dans cet impact l'énergie nécessaire pour s'entraîner plus intensément, se déplacer plus vite et attaquer avec plus de précision. Aujourd'hui, la Chine n'est pas seulement un acteur du commerce international, c'est un acteur qui définit les règles du jeu. Son influence dans l'énergie solaire, les voitures électriques et les chaînes d'approvisionnement en batterie lui confère une puissance comparable à celle du pétrole au XXe siècle. Quiconque contrôlera l'énergie propre contrôlera une grande partie de l'économie du futur. Et à ce jeu, la Chine a montré qu'elle savait jouer avec stratégie, patience et vision. Dans la vie, parfois, les coups que nous recevons ne nous arrêtent pas, mais nous forcent à progresser plus vite que prévu. Si vous le ressentez, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Parce que la véritable grandeur ne naît pas dans les moments faciles, mais dans les défis qui nous poussent à nous réinventer. Les États-Unis ripostent avec les semi-conducteurs. Dans l'économie du XXIe siècle, l'or véritable ne brille pas. Il se mesure en nanomètres. Les semi-conducteurs, ces minuscules puces de silicium invisibles à l'œil nu, sont le cœur battant de chaque smartphone,
de chaque voiture électrique, de chaque satellite et de chaque système d'intelligence artificielle. Sans eux, le monde moderne serait tout simplement paralysé. Les États-Unis le savent, et c'est pourquoi, ces dernières années, ils ont décidé d'utiliser les puces comme une arme stratégique. Tout comme le pétrole a défini la géopolitique du XXe siècle, les semi-conducteurs définissent la géopolitique du XXIe siècle. La différence est qu'ils ne sont pas extraits de puits, mais d'usines ultra-technologiques appelées fabs, où chaque processus nécessite des investissements colossaux. La construction d'une usine de puces de pointe peut coûter plus de 20 milliards de dollars et prendre des années. En 2021, le monde entier a compris cette fragilité. La pénurie de puces électroniques, provoquée par la pandémie et les tensions commerciales, a paralysé des chaînes de production entières. L'industrie automobile a perdu plus de 200 milliards de dollars de revenus en raison de son incapacité à fabriquer des véhicules. Les entreprises technologiques ont retardé leur lancement. Et les consommateurs de tous les continents ont ressenti le besoin d'attendre des mois pour acheter des produits de base tels que des consoles, des téléphones et des appareils électroménagers. Ce vide a enseigné une leçon claire. Contrôler les puces, c'est contrôler l'avenir. Conscient de ce pouvoir, Washington a pris des mesures drastiques. À partir de 2022, il a restreint les exportations de semi-conducteurs avancés et des machines nécessaires à leur fabrication vers la Chine. L'objectif, limiter ses capacités technologiques dans des domaines critiques tels que le calcul intensif, la défense et l'intelligence artificielle. La stratégie ne se limite pas aux interdictions. Les États-Unis ont adopté le Chips and Science Act, un programme de subvention de 52 milliards de dollars visant à rapatrier la production de puces et à réduire leur dépendance à l'Asie, en particulier de Taïwan et de la Corée du Sud, où sont produits la plupart des semi-conducteurs les plus avancés au monde. En d'autres termes, si auparavant le champ de bataille était celui des droits de douane, aujourd'hui, la confrontation se déroule dans les laboratoires de lithographie, dans les salles blanches où sont imprimés des circuits plus petits un virus. La Chine, bien sûr, ne reste pas les bras croisés. Elle a investi plus de 150 milliards de dollars pour dynamiser son industrie des puces électroniques, même si elle reste confrontée à des limitations technologiques majeures, notamment dans le domaine de la lithographie extrême, dominée par une seule entreprise au monde, ASML, aux Pays-Bas. Il en résulte un paysage mondial où chaque mouvement peut redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Et comme dans une partie d'échecs, la domination du secteur des semi-conducteurs ne se décide pas en un seul tour, mais par une série de manœuvres stratégiques qui peuvent prendre des décennies. L'Europe, prise au piège. Dans le grand jeu d'échecs économique mondial, l'Europe ne joue pas avec des pièces noires ou blanches, elle joue en gris. Et cette nuance la rend vulnérable. L'Union européenne est confrontée à un dilemme permanent. Elle a besoin du marché chinois pour vendre ses produits et maintenir ses industries à flot. Mais elle dépend des États-Unis pour garantir sa sécurité militaire et énergétique. Cet équilibre fragile fait d'elle un acteur qui peut rarement se déclarer neutre. En 2024, l'Europe a pris une décision qui illustre clairement cette contradiction. D'un côté, elle a augmenté ses droits de douane sur les panneaux solaires chinois, arguant que les prix étaient artificiellement bas en raison des subventions publiques. L'objectif était de protéger les producteurs européens et d'éviter une dépendance excessive à la technologie chinoise. Mais dans le même temps, elle a signé des contrats de plusieurs millions de dollars pour importer davantage de gaz naturel liquéfié, GNL, cherchant à réduire la pression énergétique suite à la crise déclenchée par la guerre en Ukraine et la réduction des approvisionnements en provenance de Russie. Autrement dit, l'Europe oscille entre deux géants, s'efforçant de ne tomber dans les bras de l'un ou de l'autre, tout en sachant qu'elle dépend des deux. Le paradoxe européen est accentué par un détail essentiel. Son industrie paie des coûts énergétiques parmi les plus élevés de la planète. Alors qu'aux États-Unis, le prix de l'électricité industrielle peut avoisiner les 70 $ par mégawattheure, en Europe, de nombreuses entreprises paient le double, voire plus. Cet écart rend les fabricants européens peu compétitifs face aux producteurs asiatiques ou américains. D'où l'urgence de protéger certains secteurs par des droits de douane. Sans eux, des industries comme la sidérurgie, les voitures électriques et les panneaux solaires risqueraient de disparaître sous l'avalanche d'importations moins chères. L'histoire nous enseigne que dans toute guerre, déclarée ou non, la neutralité est presque une illusion. Et dans la guerre commerciale mondiale, l'Europe en fait l'expérience directe. Si elle ferme trop ses portes à la Chine, elle perd l'accès à un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs. Si elle s'éloigne trop des États-Unis, elle compromet sa sécurité et sa stabilité énergétique.
L'Europe marche donc sur la corde raide, consciente que toute action soudaine pourrait faire pencher la balance en sa défaveur. Et tandis que nous réfléchissons à ce dilemme, pensez à votre propre vie. On ne peut pas toujours rester au milieu. Parfois, choisir une voie est inévitable. Écrivez-le dans les commentaires, comme une déclaration personnelle. Je suis prospère et j'attire la richesse. Car, tout comme l'Europe recherche l'équilibre, vous aussi pouvez construire le vôtre. Entre prudence et courage, entre stratégie et action. L'Amérique latine, un acteur inattendu. Dans le jeu mondial des tarifs douaniers et des tensions commerciales, un acteur fait rarement la une des journaux, mais son rôle peut redéfinir l'équilibre. L'Amérique latine. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine et d'autres pays de la région possèdent ce dont le monde a le plus besoin, des ressources stratégiques, des terres fertiles et la proximité géographique avec les principaux marchés. Leur avantage réside non seulement dans l'abondance, mais aussi dans leur capacité à jouer plusieurs cartes à la fois. En 2023, le Mexique a détrôné la Chine comme principal partenaire commercial des États-Unis. Ce changement n'est pas une coïncidence. L'accord États-Unis-Mexique-Canada, UMCA, a fait du Mexique un pont sûr et fiable pour les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises américaines et européennes mettent en œuvre ce que l'on appelle la délocalisation de proximité. Elles délocalisent des usines d'Asie vers le Mexique, profitant ainsi de sa proximité géographique et de son accès direct au marché américain. En conséquence, les échanges bilatéraux entre le Mexique et les États-Unis ont dépassé les 800 milliards de dollars en 2023, consolidant une relation stratégique qui va bien au-delà du secteur manufacturier. Le Brésil, c'est bien plus que du football et du café. Premier exportateur mondial de soja, de bœuf et de jus d'orange, le Brésil dispose également d'un immense potentiel en matière d'énergie renouvelable. Ces vastes ressources naturelles le placent dans une position clé pour la sécurité alimentaire mondiale. Dans un monde où les droits de douane renchérissent certains produits et où les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, la stabilité du Brésil en tant que fournisseur devient un atout géopolitique majeur. Parallèlement, le pays cherche à se positionner comme leader dans les biocarburants et les énergies vertes. L'Argentine, malgré ses crises récurrentes, détient un trésor que beaucoup sous-estiment, le lithium. Avec le Chili et la Bolivie, elle fait partie du triangle du lithium qui concentre plus de 60% des réserves mondiales. Dans un monde dominé par les batteries et les voitures électriques, cette ressource est aussi précieuse que l'était le pétrole au XXe siècle. Si la région parvient à industrialiser une partie de cette chaîne et à ne pas se limiter à l'exportation de matières premières, l'Amérique latine pourrait devenir un acteur déterminant de l'économie de demain. L'Amérique latine est une inconnue inattendue. Lorsque les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à la Chine, ils se tournent vers le Mexique et le Brésil. Lorsque l'Europe souhaite diversifier ses approvisionnements énergétiques et alimentaires, elle négocie avec l'Argentine ou la Colombie. Et lorsque la Chine a besoin de sécuriser ses approvisionnements agricoles ou minéraux, elle signe des accords de plusieurs millions de dollars avec la région. En d'autres termes, l'Amérique latine n'a pas besoin de choisir un seul camp, car elle peut être le partenaire stratégique de tous. Le coût caché, l'inflation et les inégalités. Lorsqu'un gouvernement annonce des droits de douane, il les présente comme une mesure de défense nationale, protéger les emplois, sauver les industries et renforcer l'économie nationale. Mais derrière ce discours se cache un coût rarement mis en lumière, l'inflation silencieuse qui s'infiltre dans les foyers. Les droits de douane ne sont pas payés par l'entreprise étrangère, ils finissent par être payés par le consommateur local. Chaque fois qu'un produit importé entre dans le pays avec une taxe supplémentaire, ce coût supplémentaire se répercute sur le prix final. C'est comme une taxe cachée qui n'apparaît pas sur la facture d'impôt, mais sur le ticket de caisse du supermarché. Aux États-Unis, des études récentes estiment que les nouveaux droits de douane de 2025 pourraient coûter environ 2000 $ supplémentaires par an à chaque famille. Et ce montant n'est pas forfaitaire, il est réparti sur chaque achat, chaque facture et chaque paiement supplémentaire. Les droits de douane, conçus pour protéger les travailleurs, finissent par peser davantage sur ceux qui gagnent moins, car l'inflation ne frappe pas l'économie de manière uniforme. Un ménage à revenus élevés peut absorber la hausse des prix. Mais pour une famille de classe moyenne ou inférieure, une augmentation de 10% du panier de biens de première nécessité ou la hausse du prix des vêtements et des appareils électroménagers signifie sacrifier d'autres besoins essentiels, santé, éducation, épargne. C'est ce que les économistes appellent un impôt régressif, un coût qui pèse plus lourdement sur les plus faibles. Lorsque l'inflation est alimentée par les droits de douane, les inégalités se creusent. Les grandes entreprises, disposant de marges importantes,
peuvent s'adapter, voire délocaliser leur production. Les secteurs les plus vulnérables, en revanche, se retrouvent pris au piège entre la stagnation des salaires et la hausse des prix. Conséquence, davantage de tensions sociales, moins de mobilité économique et un sentiment croissant que la promesse de la mondialisation a été brisée. Dans chaque guerre commerciale, tout le monde ne se bat pas avec les mêmes armes. Certains entrent avec des boucliers et des lances, d'autres à main nue. Et c'est ce qui fait grimper les inégalités. Si certains voient des opportunités dans la reconfiguration du marché, d'autres ont le sentiment que chaque mois est une bataille pour la survie. Qui gagne vraiment une guerre commerciale ? À première vue, une guerre commerciale ressemble à un échiquier où les pays rivalisent pour dominer. Mais en y regardant de plus près, on découvre une vérité dérogeante. Personne ne gagne complètement. Dans ce type de conflit, l'objectif n'est pas la victoire absolue, mais la capacité à résister, à s'adapter et, dans certains cas, à se réinventer. Lors de la première guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Fonds monétaire international a estimé que la croissance mondiale avait perdu 0,8 points de pourcentage entre 2018 et 2019 en raison de la montée des tensions douanières. Un chiffre qui, traduit, se traduit par des centaines de milliards de dollars de richesses perdues. Les deux géants ont été touchés, mais pas de manière égale. Si certains secteurs ont été durement touchés, comme l'agriculture américaine et l'industrie technologique chinoise, d'autres ont trouvé des opportunités de développement. Par exemple, le Vietnam et le Mexique ont accaparé une partie du secteur manufacturier auparavant concentré en Chine, multipliant ainsi leur part des exportations vers les États-Unis. La clé réside dans l'adaptation. En affaires, comme dans la vie, la rigidité est souvent une condamnation à mort. Les entreprises qui ont investi dans la diversification des fournisseurs, l'automatisation ou l'exploration de nouveaux marchés ont non seulement survécu, mais en sont ressorties plus fortes. Un exemple clair, les entreprises de logistique et de transport maritime. Durant les années les plus tendues des guerres commerciales et de la pandémie, leurs revenus ont bondi jusqu'à 200% car le monde fragmenté exigeait davantage de routes, de navires et de solutions pour relier des points auparavant considérés comme acquis. Le plus intéressant, c'est que les pays et les entreprises ne sont pas les seuls à jouer ce jeu. Vous êtes également un acteur clé. Comprendre le fonctionnement des flux commerciaux, l'impact des politiques sur les prix et la transformation des chaînes d'approvisionnement vous donne un avantage. Si beaucoup ne voient dans les gros titres que des mots comme « crise » et « droits de douane », ceux qui savent lire entre les lignes identifient les tendances, anticipent les mouvements et prennent des décisions plus éclairées. Dans un monde où l'information est synonyme de pouvoir, l'éducation financière est le véritable bouclier. En fin de compte, la guerre commerciale ne concerne pas seulement les nations, mais aussi la manière dont chacun choisit d'affronter l'incertitude. Certains la voient comme un mur, d'autres comme un tremplin. Je vous invite donc à laisser une citation dans les commentaires qui aborde cette idée de transformation. « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Notez-la, car il ne s'agit pas seulement d'observer des géants s'affronter, mais de se rappeler que, même au cœur de cette bataille, vous pouvez construire votre propre victoire. La guerre commerciale est plus qu'une question d'économie. C'est un miroir qui nous montre comment le pouvoir, l'ambition et la survie fonctionnent au XXIe siècle. Nous ne pouvons peut-être contrôler les droits de douane, mais nous pouvons contrôler notre interprétation du monde. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt à entendre le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette aventure.